Le gouvernement indien est en train de mettre une très forte pression sur le Mali. Très forte pression, demandant au Mali de agir immédiatement, sinon, pour des choses qui viennent de se passer. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, on va faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Le gouvernement indien met beaucoup de pression sur le Mali actuellement. Pourquoi? Parce que 3 travailleurs indiens ont été kidnappés par des terroristes au Mali. Le 1er juillet 2025, 3 ouvriers indiens à l'usine Diamond Cement située à Kayes, à l'ouest du Mali, ont été kidnappés lors d'une attaque terroriste coordonnée ciblant l'usine ainsi que des sites militaires et gouvernementaux voisins. Donc les terroristes, évidemment, ce sont des gens qui viennent généralement à moto et tout le bazar, après pagaille, tuent des gens, et par la même occasion ont pris des Indiens. Enfin, certainement quand vous rentrez dans un milieu où vous attendez à voir des Noirs et vous trouvez des Indiens, vous dites « Oh, ouais, ben dis donc, on a quelques Indiens, regardez ce qu'on a ici ». Ils ont pris des Indiens en otage. Bien qu'aucun groupe n'ait jusque-là spécifiquement revendiqué cette histoire, il a été certifié que le JNIM, une organisation extrémiste affiliée à Al-Qaïda, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, a revendiqué plusieurs attaques simultanées à travers l'ouest et le centre du Mali le même jour. Donc ils étaient en train évidemment de racler un peu dans beaucoup d'endroits au Mali. Ils ont touché ces milieux où ils ont pris en otage des Indiens. L'Inde a réagi brutalement, ils sont très en colère, ils ont fait une déclaration. Le ministre indien des Affaires étrangères a fermement condamné cet acte de violence déplorable. Ok? Fermement condamné, c'est un acte de violence déplorable. Et il s'adressait ici au gouvernement malien. Il a appelé les autorités maliennes à garantir la liberté rapide et en toute sécurité des otages. Garantir la liberté rapide et en toute sécurité des otages. On parle ici d'un gouvernement libre, n'est-ce pas? Et des gens qui ont été pris en otage par des terroristes. Qui parle aux terroristes? L'interrogation. Vous demandez au gouvernement d'aller négocier avec les terroristes pour récupérer vos ressortissants. C'est culotté quand même. Mais je pense qu'il est très important de décortiquer cette partie. Garantissez leur sortie rapidement et en sécurité. Dans votre pays, si on vous prenait en otage quelque part, votre pays ouvrirait la bouche ou demanderait à ce qu'on garantisse votre sortie au gouvernement du pays où vous avez été pris en otage? L'une des meilleures façons de savoir si vous vivez dans une république bananière, c'est aussi simple que ça. Dans beaucoup d'endroits ici, malheureusement, on vous coince quelque part, on vous jette en prison. Même l'ambassadeur n'est pas là. Attendez, il a rien à foutre de vous. C'est ça. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de se poser beaucoup de questions avant d'appartenir à un pays, parce qu'on peut appartenir à un pays. On peut aussi naturellement naître dans un pays complètement en désordre, parce que les gens qui dirigent sont incompétents et ne comprennent pas leur rôle. Ils pensent qu'ils sont en train de vous faire faveur en venant vous soutenir quand vous êtes en difficulté. Ou simplement, on vous place dans le lot de tout le monde, disant « Ah, ces gens-là, ils sont des aventuriers, il faut les laisser comme ça. » Les Américains, les Britanniques, les pays qui se respectent, que vous soyez un aventurier ou pas, on ne permettrait jamais à ce que votre intégrité soit violée par un autre pays. Continuons notre histoire. Alors c'est une déclaration chaude, évidemment le Mali doit répondre par rapport à ça. L'ambassade d'Inde à Bamako est en communication constante et étroite avec les forces d'ordre locales, c'est-à-dire le Mali dans sa propriété et la direction de l'usine et les familles des otages. Les ressortissants indiens, évidemment, au Mali ont été invités à faire preuve de plus de prudence et de rester en contact permanent avec l'ambassade et de redoubler de vigilance. Nous savons que les Indiens, généralement, sont un peu partout, ils sont partout dans le monde. Ils s'en foutent éperdument, il n'y a pas d'appartenance. Partout où ils vont créer leur Eldorado. Alors ici, l'Inde dit, il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'on a comme option dans cette histoire? Qu'est-ce que le Mali pourrait faire? Le Mali pourrait organiser une opération militaire. Si les forces maliennes, par exemple, disposent des renseignements fiables sur la localisation des otages, une opération de sauvetage discrète pourrait être envisagée en coordination avec l'Inde. C'est une possibilité. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous pensez que le Mali n'est pas capable de faire ça? Le Mali est un pays bien dans ses bottes, muni des forces spéciales, donc ils sont en capacité d'exécuter ces histoires. Mais si ça ne réussit pas, parce que c'est une possibilité, vous allez chercher des otages et ça ne réussit pas, la perte sera beaucoup plus grande. Le Mali pourrait aussi négocier la libération de ces personnes. Ah oui, pourquoi? Parce que bien qu'aucune demande de rançon n'a encore été demandée jusque-là par le JIN, JIN c'est l'organisation terroriste évidemment, ils ont déjà négocié avec des gouvernements pour la libération des otages. Ça a déjà été fait. Alors est-ce peut-être la raison pour laquelle ils ont encore pris des otages cette fois-ci? On va le découvrir tout de suite.
En 2020, par exemple, la libération de Sophie Petronin et d'autres travailleuses humanitaires françaises. Sophie Petronin, le prêtre italien Pierre-Luigi Macali et 2 autres otages ont été libérés par le DJIM. C'était en 2020. Quel échange, évidemment, le gouvernement malien a libéré en échange 200 terroristes, y compris des têtes redoutables. Ils ont été libérés pour donner libération aussi à Sophie Petronin et d'autres prêtres européens. Donc le gouvernement malien a été obligé de libérer 200 otages, enfin 200 prisonniers, 200 terroristes. Et il paraît qu'une rançon aurait été versée, bien que cela ait été officiellement démenti par la France et le Mali à l'époque. L'accord a été obtenu grâce à la médiation du Qatar. Bon, certaines personnes accusent le Qatar d'être très impliqué chez les terreaux. Le Qatar a négocié. Est-ce que c'est comme ça qu'on va procéder? Point d'interrogation. On va y aller par brutalité, par attaque, par stratégie, après avoir recueilli des informations pour aller libérer ces personnes. Comme dans un film, c'est une probabilité très risquée. Est-ce qu'on va négocier avec des terreaux? C'est dans quelles conditions? Libérer d'autres terreaux qui ont été arrêtés, donner de l'argent, c'est une possibilité dont on ne saura peut-être pas. Et maintenant, on va au Niger. Au Niger, les amis, la maison russe du Niger organisait le jeudi 26 juin 2025, dans ses locaux à Niamey, une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation en langue russe. Félicitations, Pigama Kofi. Yeah! Évidemment, ceci au profit de 80 étudiants de faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni. Parmi eux, on a compté 52 qui poursuivront leurs études supérieures à l'université technique de Novosibirsk en Russie, Fédération de la Russie. Novosibirsk. À l'origine, il y avait 110 étudiants. En fin de compte, il y en a eu 82. Évidemment, les gens tombent toujours. Les non sélectionnés naturels de la vie vont tomber. Mais en fin de compte, 52 iront en Russie pour aller étudier. Je pense que c'est une très belle opportunité que le monde offre, si pas la Russie, par exemple, à l'Afrique actuellement. Beaucoup d'étudiants africains qui peuvent partir étudier en Russie et recueillir de la connaissance essentielle. Et ces étudiants ne sont pas des étudiants pumbulu, ce sont des gens tirés sur le volet. L'apprentissage dans leur formation est porté principalement sur les sciences, les sciences fondamentales telles que la chimie, les mathématiques, l'informatique et la biochimie. On cherche ici des têtes. Comme Traoré le disait, Monsieur Ibrahim Traoré à Monsieur Poutine, on veut des écoles, on veut construire des institutions qui nous permettront d'avancer et de progresser. Un pays sans science ne peut pas être un pays libre, un pays développé. C'est impossible. On ne peut pas être un pays développé si on n'a pas des scientifiques poussés. Il faut investir dans la science et arrêter de construire des villas et tout ça. Il faut investir dans la science, dans la capacité, la communication. Il faut investir dans la sécurité, la cybercriminalité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. 3 Indiens ont été pris en otage. Est-ce que le Mali va organiser une opération spéciale pour les libérer? Ou ça sera ici question de négociation pour libérer ces personnes? L'Inde met beaucoup de pression. L'Inde a exigé à ce que le Mali on parle bien d'exiger ici. Et aussi, félicitations au Niger. 82 étudiants ont été diplômés, en tout cas dans la langue russe. 52 iront poursuivre leurs études de sciences en Russie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube dit que beaucoup d'entre vous suivez les vidéos mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi n'êtes-vous pas abonnés? Considérez bien de le faire, ce serait toujours avec beaucoup de plaisir. Emmanuel Macron, après 3 ans, ce 1er juillet 2025, a appelé son homologue russe, Vladimir Poutine, marquant leur première conversation directe depuis le mois de septembre 2022. Les États-Unis viennent d'approuver le premier vaccin de 2 fois par an contre le VIH. Félicitations. Quand quelqu'un fait une bêtise dans la vie, une grosse bêtise, des fois il faut le laisser revenir quand il a envie de revenir. Quand quelqu'un vous fait une bêtise ou vous manque de respect, ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas à un moment donné, et plus tard veut rentrer à vos côtés pour discuter ou pour s'excuser. Il ne faut pas dire bon je t'excuse à distance, il faut garder la distance. À certains moments donnés, il faudrait l'autoriser de se rapprocher pour écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'à partir de là, vous apprenez beaucoup de choses, tout en étant intelligemment prudent. Donc les gens disent je peux t'aimer à distance, c'est une réalité que l'on respecte, mais quelquefois il faut laisser la personne approcher pour comprendre vraiment ce qui se passe dans sa tête. Emmanuel Macron a parlé à Poutine. Emmanuel Macron, après 3 ans, ce 1er juillet 2025, a appelé son homologue russe, Vladimir Poutine, marquant leur première conversation directe depuis le mois de septembre 2022, après une relation gelée liée à l'intervention russe en Ukraine. Vous savez, des fois, vous boudez quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous boudez quelqu'un sérieusement, espérant lui faire tirer une leçon. Mais bizarrement, avec le temps, le calme de la personne vous pousse petit à petit à réaliser combien vous avez plus besoin de la personne qu'elle a besoin de vous. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé de penser que vous faisiez faveur à une personne et puis plus tard réaliser en effet, je pense que j'ai beaucoup plus besoin de cette personne qu'elle n'a besoin de moi. Et en fin de compte, vous vous retrouvez à chercher des moyens. Oh, j'ai oublié un truc chez toi. Est-ce que je pourrais venir chercher, n'est-ce pas? Oh non, il y a mon stylo qui était tombé derrière le lit. Je voudrais venir récupérer. Pourquoi? L'objectif est de rentrer, évidemment, commencer une conversation. Parce que rarement, vous ne partirez pour prendre seulement le stylo et partir.
Vous partez pour finalement dire alors, est-ce que tu penses que ce qui s'est passé entre nous était une bonne chose? L'objectif ici, c'est de commencer une conversation. Alors, 2 ans de discussion. Rentrons là-dessus. Monsieur Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine pour discuter pendant 2 heures. Après plusieurs années de silence, c'est-à-dire un moment qu'on pensait pouvoir écraser la Russie, il faut le dire. On pensait le fait d'ostraciser la Russie, le fait de le mettre à l'écart, le fait de l'isoler, serait un élément essentiel pour carrément ingénuer cet État qui a démontré être beaucoup plus solide que l'on anticipait. En fin de compte, on se rend compte de son incapacité de fournir aucune peine à cette dernière en approchant Macron. Alors la première question est celle-ci. Toutes les personnes qui ont été punies pour avoir parlé de la Russie seront-ils pardonnées? Les personnes à qui on a pointé du doigt, disant ils sont agents de la Russie, ils discutent avec Poutine, ils travaillent avec Poutine, seront-ils pardonnés ou recevront-ils une apologie venant de la part des Français? Parce que s'il ne faut pas parler de Poutine ou parler à Poutine, dans ce cas, n'être pas en contact avec Poutine, monsieur le président français ne devrait aussi en aucun cas le faire, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine soit résolue. Beaucoup de personnes ont subi des conséquences lourdes pour avoir parlé de Poutine. Nombreux ont subi des arrestations à l'aéroport, à l'immigration. Nombreux ont été dérangés pour avoir simplement participé dans certaines réunions en Russie. Et aujourd'hui, M. Macron parle librement avec Poutine. Qu'est-ce qu'on dit de ces personnes? Faudrait-il aussi s'attaquer à M. Macron? Comment a-t-il osé parler à Poutine avant la fin de la guerre? Comment a-t-il osé parler à Poutine avant que les Russes ne se soient retirés du territoire ukrainien? C'est injuste ou c'est de l'hypocrisie? Alors, ils ont parlé pendant combien de temps? Ils ont parlé pendant 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup d'heures. Je vous rappelle que la dernière fois que Macron a été avec Poutine, sur les images, vous voyez la distance, la différence. Monsieur Poutine a gardé Macron à longueur de bras. Si pas à longueur de bras, en tout cas à longueur de grande table. Ok, la table était énorme, gigantesque. Le message était clair. Je n'ai absolument rien à foutre de toi. Et il lui parlait comme s'il ne le voyait pas. Et ce n'est pas un message qu'il fallait décrypter, c'était un message évident que même M. Macron sur place avait remarqué. Regardez son visage. Il sent la distance. Comment avez-vous osé faire ça? Il se dit, en fait, tu m'as accueilli dans l'objectif de m'embarrasser à la télévision. Regardez la taille de la table. C'était pourquoi? C'était parce que M. Macron avait évidemment soutenu la rhétorique selon laquelle la Russie était en pleine activité illégale en Ukraine et devrait impérativement se retirer. Alors ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé évidemment de la guerre en Ukraine. Macron a exigé un cessez-le-feu immédiat, réaffirmant le soutien total de la France à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je répète, Macron a exigé le cessez-le-feu. Je ne sais pas si on est en position d'exiger quoi que ce soit. Si on revient vers une personne, gentiment, en tout cas poliment, dans ce cas, dans l'objectif de trouver des solutions à l'amiable. On sollicite, on n'exige pas. Poutine a attribué la responsabilité du bloc occidental, accusant l'Occident d'avoir créé un pan anti-russe et a demandé que toute paix tienne compte de la nouvelle réalité territoriale. C'est-à-dire, Poutine a dit, c'est à cause de vous que nous en sommes là. C'est à cause de vous et comme nous ne rentrons pas en arrière, dans ce cas, il vous faudra tenir compte des nouvelles réalités territoriales. Par là, qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant, on ne peut plus parler de l'invasion en Ukraine. Vous devez tenir compte des réalités territoriales. C'est-à-dire toute la partie ukrainienne qui aujourd'hui est sous contrôle russe est considérée comme appartenant à l'État russe. Donc ne me parlez plus de l'histoire d'avant la guerre, c'est fini. Les 3 ans passés, c'est bon. Là, on discute d'une histoire totalement nouvelle, si vous voulez. Alors on sent ici que Poutine voulait que Macron vienne pour qu'il comprenne ce que Macron a à dire. Malgré ces échanges, Macron a ensuite confirmé qu'aucun progrès vers un cessez-le-feu n'avait été obtenu. Donc cette discussion, malheureusement, a été infertile. Ils ont aussi discuté sur le Moyen-Orient, donc l'Iran. Dans ce cas, il y a eu un peu plus de progression. Les 2 dirigeants ont souligné la responsabilité partagée des membres permanents du Conseil de sécurité à l'ONU pour maintenir la paix et la sécurité dans cet État. C'est-à-dire, les membres du Conseil de sécurité doivent être beaucoup plus impliqués dans ce qui se passe. Évidemment, pour éviter des scènes telles que ce qui s'est passé avec les États-Unis et l'Iran. Je vous rappelle que Trump a bombardé l'Iran, n'est-ce pas? On a essayé de détruire les sites souterrains avec les bombes spéciales américaines qui sont en capacité de détruire des sites souterrains. Les forces militaires américaines ont mené des frappes de précision massives sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Maintenant, pourquoi les Américains ont fait ça? Les Américains ont simplement fait ça parce qu'Israël ne possédait pas ces bombes. Maintenant, beaucoup de choses ont changé depuis la semaine dernière. Les Américains ont finalement donné ces bombes aux Israéliens. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On ne sait pas. Point d'interrogation. Macron a incité la Russie à exercer son influence sur l'Iran pour revenir au contrôle nucléaire rigoureux, tandis que Poutine a réaffirmé le droit de l'Iran à un programme nucléaire pacifique dans le cadre du TNP, dont l'Iran a signé. Macron, comme les autres occidentaux, ne veulent pas que l'Ukraine possède la bombe nucléaire. Poutine dit que l'Iran a le droit d'avoir un programme nucléaire pacifique. Donc pourquoi certains peuvent se dire, nous on peut avoir, vous ne pouvez pas avoir? Donc nous sommes assez intelligents et assez aptes et assez balancés, équilibrés mentalement pour avoir une bombe atomique, mais vous ne devrez pas. Étant des pays autonomes et indépendants, souverains, ça n'a absolument aucun sens. Alors
Qu'est-ce qui s'était vraiment passé entre Macron et Poutine? En réalité, leur différence commence en Afrique. On parle ici du Mali, Burkina Faso et Niger. Vous savez ce qui s'est passé? La France a eu une influence énorme sur ces pays depuis très longtemps, depuis avant l'indépendance. Une influence qu'ils ont gardée pendant très longtemps. Une influence étendant à la politique, l'économie, le social, la culture et tout le bazar. Évidemment, tous ces habitants de ces pays francophones que vous voyez ici ont une mentalité uniforme, si pas analogue, une mentalité qui généralement est copiée des colonisateurs. Un exemple très simple, tous les francophones africains ont tendance à huer ou moquer celui qui ne parle pas français correctement. Et bien, écoutez, c'est une mentalité qui vient de la France. Parce qu'un Français, en général, il a tendance à moquer un monsieur qui ne parle pas bien français. Et estimer son niveau intellectuel par rapport à sa capacité de parler français, même s'il est originaire d'un autre pays. On discute pas sur là. Ce qui s'était passé est qu'il y a eu changement de gouvernement au Mali, Burkina Faso et Niger. Et avec ça, on a demandé le retrait total et immédiat des troupes françaises de leur présence, dans beaucoup de conditions. Après cela, les Russes sont venus pour occuper la place, sur le plan militaire, sur le plan renseignement et coopération. Et avec ça, M. Macron, évidemment, s'est senti attaqué par les Russes. Donc sa position par rapport à l'Ukraine n'a jamais vraiment été parce qu'il aime l'Ukraine. C'était plus parce qu'à cause de toi, Russie, nous sommes en train de perdre du terrain en Afrique. Les Africains se retournent maintenant vers toi pour un soutien mental, émotionnel, militaire et tout le bazar, pendant que nous, qui fûmes leur paternel pendant très longtemps, aujourd'hui sommes écartés. Cet appel évidemment marque une réouverture prudente du dialogue après presque 3 ans d'interruption des canaux officiels. Donc les Français et les Russes ne discutent pas depuis 3 ans. En fait, tout le monde attendait que, voilà, qu'on ne se retrouve qu'après la guerre. On pensait qu'il y aurait une certaine guerre où on aurait les Russes défaits. Ensuite, ils viendront demander pardon. Et après, là, alors, la France pourra s'adresser à la Russie directement. Sinon, on voit que ce qui se passe est tout le contraire de ce que beaucoup anticipaient. Ceci aussi consiste une reprise d'influence diplomatique de la France qui cherche à éviter son isolement dans les négociations Est-Ouest. Ouais, Donald Trump est venu, il n'est pas tout à fait ami avec l'Occident, comme généralement les Américains sont. Trump est en train de faire ce que Trump veut pour les Américains conservateurs. Il s'en fout de tout le monde. Alors, dans ce cas, les Français et beaucoup d'Européens ont compris qu'il fallait se prendre en charge sur le plan militaire, sur le plan renseignement et protection, et surtout économique. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a bras de fer entre les Européens et les États-Unis d'Amérique. Dans ce cas, comme les États-Unis depuis longtemps a été le négociateur suprême des Européens, les Européens ont décidé de pouvoir prendre les choses en main. Voilà pourquoi aujourd'hui la France ne veut plus laisser les choses entre les mains des États-Unis. Ils veulent parler pour eux, parler pour la France. Les amis, il y a une très bonne nouvelle pour beaucoup de personnes en tout cas. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Les États-Unis viennent d'approuver le premier vaccin de 2 fois par an contre le VIH. Félicitations. Yeah. C'est une très bonne nouvelle pour vous parce que nous vous connaissons sexuellement très actifs. Il ne faut pas faire semblant. Même ceux-là qui font semblant d'aller prier, vous êtes les plus médiocres, il faut vous dire la vérité. Ah oui, hein. Moi, voilà pourquoi je vous dis toujours ouvertement, je ne fais pas semblant. Je ne vous demande pas d'attendre après le mariage parce que je sais que c'est de l'hypocrisie à l'africaine qui ne fonctionne pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont enceintes, d'autres qui sont atteints des maladies incurables. C'est parce qu'il y a cette hypocrisie totale. Une personne âgée de 16 ans a déjà le cerveau en train de titiller. C'est ça la réalité, que vous le vouliez ou pas. L'emmener à l'église ne change absolument rien de la nature de l'homme biologique. Ça ne change pas. Quand il a 16 ans, 17 ans, il y a des choses qui commencent à bouger. La testostérone qui monte. Chez les femmes, il y a beaucoup d'autres histoires. L'estrogène et tout le bazar. C'est biologique, ce n'est pas spirituel. Vous ne pouvez rien pour y empêcher. À part les conseils qui sont évidemment corrects, réalistes surtout, vous ne pouvez absolument rien faire pour contrer cette histoire. J'aime bien ce que d'autres communautés font. Okay? Les parents discutent avec leurs enfants. J'ai un ami marié à une blanche qui, dont l'enfant a 16 ans, okay? Il parle ouvertement sur le SEX, sans difficulté. La maman parle avec son enfant, dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Les femmes, quand ils ont cet âge, il faut éviter ça, il faut éviter ça. Il n'y a pas de tabou. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui avons vécu dans des familles, grandi avec plusieurs frères et sœurs, mais on n'a jamais eu de telles conversations avec eux. Malheureusement, c'est triste parce que beaucoup trop de protocoles, je ne peux pas parler ça avec lui. Non, c'est ça. C'est la raison pour laquelle les gens vont dans les rues pour apprendre des bêtises. Et finalement, en fin de compte, quand on se retrouve dans des conditions inchangeables, inéluctables, on regrette. On aurait bien pu parler à un frère ou une sœur par rapport à ces histoires. Mais il y a beaucoup trop de protocoles et de respects qui n'ont pas leur place. Je suis désolé. Les respects à l'africaine n'ont souvent pas leur place. C'est vrai qu'il faut toujours garder le cadre. Il faut savoir des limites parce que généralement aussi, il faut dire dans vos communautés, quand on est un peu trop gentil et laisser aller avec vous, vous commencez à vous dépasser les bornes. Vous ne connaissez pas les limites. On vous donne la main, vous voulez prendre l'épaule. C'est souvent ça. Mais je pense qu'il est essentiel, dans un environnement sain, d'avoir des belles conversations à cet égard avec les enfants. Comme je disais, j'ai été très impressionné par la relation de la maman avec son enfant. Ok ?
Pendant la Saint-Valentin, la maman achète des fleurs pour son fils pour emmener à sa copine. Son fils qui a à peine 16 ans. Chez vous, c'est invivable, nous sommes africains. Non, vous êtes africains, vous-même, vous n'êtes pas avec nous. Okay? Africain, c'est la peau seulement, hein, excusez-moi. Dans d'autres choses, il faut essayer de diversifier. Rentrons dans notre histoire. Donc, en effet, il y a aujourd'hui un produit, un vaccin, si vous préférez, de 2 fois par an. Okay? On a accepté par la FDA, américain, approuvé, la Lesancapaviir. Okay, commercialisé sous le nom de Yeztugo. C'est le seul vaccin préventif du VI administré 2 fois par an. Donc vous allez une fois, mois de juin, 2 fois, vous allez vivre votre vie comme vous désirez. Il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter de nous mentir. Vous faites ça partout, dans vos églises avec les pasteurs. Oui, ne soyez pas vexés. Hein. Ici, on dit la vérité. Si vous n'aimez pas, vous pouvez partir. C'est pas grave. On voit beaucoup d'histoires. J'ai d'ailleurs une fois discuté avec une fille, il y a très longtemps, qui me disait, j'étais chantre à l'église. Évidemment, le pasteur m'a poussé dans une direction. Le pasteur a fait des histoires. En fin de compte, j'étais une petite fille à l'époque. Quand je suis parti en parler avec les mamans, comment vous appelez, les coordonnatrices, mamans, machin, de l'église, elles m'ont vite recadré, disant, écoute, tu veux détruire la maison du Seigneur? Comment tu veux envoyer le servant de l'Éternel dans... Ouais. En fait, c'est elle qui a été victimisée. C'est elle qui a été accusée comme ton comportement. Est-ce que tu marches selon les normes de Dieu? Tu ne peux pas faire ce genre d'histoire, ça va détruire l'église des dieux. Ouais, c'est ça. Et c'est une fille qui a vécu avec ce traumatisme pendant très longtemps. Et en fin de compte, elle s'est retrouvée dans une promiscuité incroyable. C'est-à-dire un genre de personne qui adore ces histoires comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle a été abusée en tant que petite. Et c'est une réalité qui se passe partout. Voilà. Donc vaut mieux en parler, prévenir les enfants. Dites à vos enfants de se servir des protections. Il faut dire à vos enfants. Arrêtez de faire semblant. Envoyez même vos sœurs, si vous ne pouvez pas en parler directement. Oh, nous sommes africains. On s'en fout de tout ça. N'utilisez pas les téléphones. Ne regardez plus l'écran. N'allez pas sur YouTube, sur Internet parce que vous êtes africain. Allez dans la brousse. Déshabillez-vous. Mettez les habits des rhinocéros. Allez dans la brousse. La réalité est que le monde change. On ne peut pas appliquer les choses qu'on faisait dans le passé. Aujourd'hui, en Namibie, à l'époque, Malawi, excusez-moi, à l'époque, pour certifier une femme âgée de 14 ans, il fallait que chaque femme soit connue par un monsieur qui est désigné par le pays ou le royaume, si vous préférez. La communauté désignait un homme, c'est lui. Son travail était de fleurer les filles. Ok? Donc, c'est pour devenir, avant d'être marié, épousé par quelqu'un, il faut que tu passes par c'est lui qui ouvre, c'est lui en vertu de pouvoir qui lui ont été conférés par les ancêtres, c'est lui qui ouvre la porte. À un moment donné, on est venu là-bas, on faisait des campagnes de santé, tout le bazar. On a appelé le monsieur pour lui faire un test de sang. Vous savez ce qui s'est passé? Ah oui, vous pouvez vous imaginer. Le monsieur était positif. Et c'est lui qui fait ça à toutes les filles de la sous-région. Toutes les filles sont passées par lui. Des milliers de filles sont passées par lui. Faudrait-il continuer ça parce qu'on est africain? Les Malawites, vous dire, c'est notre culture, ça fait des centaines d'années, on va pas changer parce que machin, nous sommes des Bantous. Vous pensez que tout le monde est Bantou ou tous les Africains sont Bantous? Il faut aller lire pour comprendre. Bantou, c'est quoi? Tous les Africains sont pas Bantous. Les Bantous ce n'est pas une religion. Ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. La réalité, c'est celle-ci. Je pense qu'il est important d'en parler. On peut pas faire semblant et être hypocrite. Ok? Il faut parler à vos enfants de cette réalité. Aux États-Unis d'Amérique, on a approuvé un vaccin de 2 fois par an. Les essais cliniques menés sur 2000 femmes en Afrique subsaharienne. On l'a fait chez les Noirs, évidemment, pour voir, parce que vous êtes les plus proéminents. On a essayé sur 2000 femmes et 2000 hommes. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a montré une efficacité proche de 100%. Donc, aucune infection dans des études. Voilà. Mais bon, jusque-là, ça coûte $24 000. Ok? $24 000 par injection. Donc, c'est... Ouais, mais évidemment, on est en train de voir, d'étudier, le vaccin a été produit par Gilead. Gilead a signé l'accord de licence gratuite à 6 fabricants génériques couvrant 120 pays à faible revenu. On est en train de travailler là-dessus pour trouver un moyen de libérer des médicaments moins chers. Je vais vous dire une vérité. Vous n'avez jamais eu le temps ou vos grands frères sont tellement déconnectés de la réalité que vous ne parlez pas. Quand vous êtes jeune, il y a ce qu'on appelle PrEP. Okay? Les PrEP, c'est quoi? PrEP, c'est quand tu veux aller avoir des histoires avec des gens que tu ne connais pas. Et que dans ta tête, puisque vous n'utilisez pas des bottines, il faut vous dire la vérité, et des chaussettes, tu veux partir comme ça. PrEP, c'est un truc que tu pourrais prendre. On prend ça régulièrement pendant un temps, évidemment. Quand tu es exposé à une personne comme ça, tu n'as aucun problème. Tu n'as pas de quoi s'inquiéter. En tout cas, à 99% de chances, tu seras protégé. C'est le PrEP. Il faut se renseigner. Aussi, il t'arrive de faire ça avec une personne, ok? Sans machin histoire. Vous comprenez de quoi je parlais? Vous ne restez pas comme ça. Il y a aussi autre chose que vous prenez. C'est post-exposure. Ok? Post-exposure. Il faut les demander. Vous prendrez ça évidemment, je pense, pendant 21 jours. Je vous donne seulement les choses élémentaires. Vous allez demander à votre médecin. 21 jours de prise vous permettront d'éliminer toute possibilité de machin, de contamination et tout le bazar. Ne reste pas là, oh Seigneur, j'ai fait ça comme ça, je n'ai pas compris. En tout cas, je vais rentrer en chaîne et prier. Petit, tu vas pleurer. Hein? Tu vas pleurer. Je répète encore, il y a un truc que tu peux, avant d'aller faire ça comme ça pourra te protéger, que tu sois un homme ou une femme. Tu peux prendre ça avant d'aller comme ça. Parce que vous achetez les trucs là comme ça, les chaussettes, mais quand vous arrivez, vous jetez ça par la fenêtre.
Vous achetez les trucs là comme ça, les chaussettes, mais quand vous arrivez, vous jetez ça par la fenêtre. Tu peux prendre ce truc là pour te protéger avant d'y aller. Mais si t'es arrivé, quoi qu'il en soit, que ce soit de force ou de gré, de le faire comme ça, tu peux aller immédiatement, chercher le PrEP. Il faut pas avoir honte. Vous avez honte de partir dans En fait, les gens ont même honte d'aller acheter les chaussettes là, parce qu'on va vous regarder dans les yeux comme ça. Il y a des femmes qui achètent les chaussettes pour elles-mêmes. Elle a acheté pour elle-même. Elle est partie acheter. Si l'homme dit oh, je n'ai pas ça, tout ça, toi tu penses que... Voilà les excuses qu'on vous donne. Toi tu penses que moi je marche dans les rues cherchant un truc avec quelqu'un. Tu me prends pour qui? C'est comme ça, ce sont des excuses à la con. Chaque homme, quand il sait venir vers toi, il sait déjà, il a joué toutes les probabilités dans la tête. Il sait déjà, s'il est prêt, il va te sortir ça. S'il ne sort pas ça, il a fait ça exprès. Il ne faut pas accepter des bêtises comme ça. Au Kenya, où le président de la République voudrait ouvrir une église dans la résidence présidentielle. Parlons de courage et de zèle. Une église dans la résidence présidentielle. Incroyable de fois ce que les Africains sont capables de faire. On y va tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage à faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Génial. Voilà le Kenya, les amis, c'est un beau pays, c'est un lieu très intéressant. Si vous n'avez jamais été dans un pays anglophone, afro, je vous encourage à visiter le Kenya. Si vous avez été dans un pays anglophone et n'avez jamais été au Kenya, je vous encourage à visiter le Kenya. C'est un pays très très intéressant, vous en tirez beaucoup de choses très importantes. Au Kenya, ce monsieur ici, c'est le président de la République, ok? Il affirme vouloir construire une église dans le site présidentiel de Nairobi. Monsieur Ruto voudrait construire personnellement une église dans la résidence présidentielle. Vous savez, on vous le dit souvent, il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé seulement dans la prière. Ça n'existe pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés ici, sont en colère. Les fanatiques. Le fanatisme est très dangereux. L'extrémisme. Il n'y a pas seulement les extrémistes islamiques, il y a aussi les extrémistes chrétiens. Ah oui, beaucoup pensent que les extrémistes sont essentiellement... Non, il y a des extrémistes chrétiens. Vous ne pouvez pas avoir une discussion avec eux. Ils vont vous rappeler combien vous êtes un enfant spirituel. Tu vois, mon ami, tu vois, quand tu atteins un certain niveau, il y a certaines histoires que... On vous parle avec condescendance, comme si vous aviez un pois chiche à la place du cerveau. C'est incroyable. C'est ce paternalisme inouï que l'on présente généralement quand vous présentez des faits qui ne sont pas tout à fait alignés à la religion. Non, tu vois, spirituellement, ce sont des choses qui... Quand tu es un bébé spirituel, maintenant tu es un bébé mental, un bébé émotionnel. Tu peux être un papa spirituel, mais un bébé émotionnel. Il y a beaucoup de papas spirituels qui ont détruit des vies des gens. Vous le savez, si vous êtes sérieux et honnête, vous en êtes conscient. Beaucoup de gens ont dit, chassez vos mères, il faut chasser vos parents. Se posant sur le verset biblique disant, moi et ma maison serviront l'Éternel. Il y a des gens, moi et ma maison serviront l'Éternel. Si vous ne servez pas mon Éternel, vous quittez ma maison. Il y a des gens qui ont chassé leurs parents. Ouais, chasser maman de la maison, chasser papa de la maison. Ah oui, tout à fait. Mais le même livre vous dit, il n'y a pas de plus grand commandement que l'amour. Comment toi, tu peux prétendre aimer un autre humain si ton père ou ta mère qui t'a engendré, tu n'aimes pas, tu as jeté dehors? Non, je recommence. Toi, comment tu peux aimer un humain si l'homme ou la femme qui t'a porté dans son sein, tu as jeté dehors parce qu'il ne part pas de ton église? Vous êtes des hypocrites. Un pharisianisme effréné, c'est incroyable, on vous regarde dans les yeux, on vous présente l'amour. Vous savez, la meilleure façon de prêcher quelqu'un, c'est à travers les actions, les actes. Vous agissez tellement bien que la personne est curieuse de savoir, est-ce que vous participez à des événements tels que prier? Je suis très curieux de savoir. Ce n'est pas en disant, tu vois, il faut sauver, les temps passent. Non, il faut arrêter de nous embrouiller. Il n'y a aucun pays sur Terre qui s'est développé seulement dans la prière, ça n'existe pas. Pour qu'un pays se développe, il faut que les gens se mettent ensemble et réfléchissent. Pour qu'un pays se développe, il faut que l'on construise le plancher psychologique et intellectuel. Pour qu'un pays évolue, il faut investir dans l'intelligentsia. Monsieur Ruto dit, je ne veux demander pardon à personne pour construire une église. Le diable peut être en colère s'il veut et faire ce qu'il veut. C'est comme ça que beaucoup de gens disent. Tu peux être en colère ce que je veux, moi c'est mon Dieu que je veux, c'est à mon Dieu que je veux faire plaisir. Comment peux-tu aimer un Dieu que tu n'as jamais vu si tu n'aimes pas les yeux? Faut arrêter de nous embrouiller. Mimi ni mtu naamini Mungu. Na I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa, tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka.
Les propos de Ruto ont suscité l'indignation de plusieurs Kenyans. Hiyo mambo ya kujenga kanisa State House si shamba lako. Enda ujenge kwako Karen, jenga kwako Sugoi, enda kwa kila kanisa iko na harambee wajenge. Au Kenya, il y a quelques jours, en effet, beaucoup de gens sont sortis dans les rues. C'est parce qu'on a voté une loi qu'on appelle the Finance Bill 2024. Alors, c'est quoi ce Finance Bill? Le Finance Bill 2024, en termes faciles, est simplement une nouvelle façon de se chercher l'argent. En tout cas, le gouvernement a besoin d'argent. Alors, le gouvernement a décidé de taxer chaque Kenyan. En faisant quoi? En injectant les taxes dans les éléments les plus élémentaires de chaque jour. C'est-à-dire, il y aura des taxes ou impôts sur pain. C'est-à-dire, quand tu vas acheter ton pain, il y a le prix du pain, il y a aussi le taxe au-dessus. Taxe sur période PED. Période PED, c'est les bandes hygiéniques. Tu achètes ta bande hygiénique, il y a le prix de la bande hygiénique et le taxe qu'il faut payer dessus. Taxe sur cancer treatment, c'est-à-dire taxe sur traitement de cancer. Imaginez-vous étant malade, souffrant d'un cancer, vous allez acheter votre médicament contre le cancer, vous payez aussi les taxes dessus. Alors les Kenyans ont dit non. Pourquoi vous avez besoin de cet argent? Vous avez besoin de l'argent parce que vous avez gaspillé l'argent que vous aviez, parce que vous aviez de l'argent. Vous avez reçu de l'argent venant de l'AMF, du World Bank, de la Chine. On vous a donné beaucoup d'argent. Où est l'argent? Vous avez acheté des villas, construit des maisons, épousé une troisième, quatrième femme. Et en fin de compte, pour vous rattraper de tout ce que vous avez fait, maintenant vous voulez nous taxer, nous. Pourquoi? On n'accepterait pas. Les gens sont sortis dans les rues, on a tiré sur beaucoup de personnes. Ils sont tombés. Monsieur Ruto, qui, quand il venait au pouvoir, disait l'Afrique n'a pas besoin des États-Unis. Pourquoi on doit se servir du dollar pour acheter des choses dans un pays voisin? Pourquoi introduisons-nous le dollar au milieu de nos échanges commerciaux? Nous sommes tous soumis à un environnement dominé par le dollar. Les Kenyans veulent payer les produits tanzaniens en dollars. La Tanzanie veut payer les produits de la RDC en dollars. L'Égypte veut payer. Pourquoi introduisons-nous le dollar au milieu de nos échanges commerciaux? C'est incroyable. Vous savez, quand quelqu'un est avant le pouvoir, ah non, plus vous apprenez sur les Africains, moins vous aimez l'Afrique. Ah non, je vous dis la vérité, plus vous apprenez sur certaines histoires que les dirigeants africains font, et soutenus par plusieurs Africains, moins vous aimez la cause des Africains. C'est lui le monsieur qui voulait unir l'Afrique. On ne sait pas ce qui s'est passé plus tard. Aujourd'hui, il y a des militaires kenyans qui sont à Haïti, en train de combattre les personnes qui se battent pour la liberté de Haïti. Alors, le bâtiment prendra 8000 fidèles. 8000 fidèles et coûtera 9 millions de dollars. Pendant ce temps, beaucoup de Kenyans souffrent et sont en difficulté. D'ailleurs, les médecins récemment sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits, souhaitant un salaire amélioré. Mais M. Ruto a dit, nous n'avons pas d'argent. L'autre jour, nous avons eu un défi avec les médecins. On a du mal à payer. Parce que, comme nous l'avons dit, il y a de vrais problèmes que nous voulons régler. Il y a des dirigeants, y compris des gouverneurs, qui disent « Nous soutenons la grève des médecins ». Vraiment, si vous soutenez la grève des médecins, payez l'argent qu'ils demandent. Je veux dire, nous devons arrêter de courir après ce qui est populaire. Nous devons poursuivre ce qui est juste. Ruto a dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer les médecins. Mais en attendant, il a 9 millions de dollars pour construire une église. C'est ça. Les Kenyans sont très en colère. Beaucoup de Kenyans ont dit nous ne sommes pas tous chrétiens. En effet, nous vous rappelons à M. Ruto. Voilà ce qu'ils disent. Le Kenya n'appartient pas qu'aux chrétiens, déclare Harrison Mumia, président du groupe. Bien que 85% des Kenyans soient chrétiens, 11% sont musulmans et existe aussi des hindous, des adeptes de religions traditionnelles. Il n'y a aucune mosquée ni temple à la résidence présidentielle. Ne le faites pas. Je vous rappelle ici qu'au Rwanda, dirigé par M. Paul Kagame, il a récemment fermé les églises. D'ailleurs, ça a commencé en 2018. 2018, on a fermé à peu près 5000 églises. Pourquoi vous avez tant d'églises dans les avenues? C'est quelle maladie? Pourquoi dans cette route, vous avez 15 églises différentes avec des baffles? Église pentecôtique Jean-Pierre, église pentecôtique Jean Bosco. Mais vous priez le même Dieu. Si vous priez le même Dieu, pourquoi vous ne mettez pas ensemble pour faire une église? Non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que chacun a sa vision. Et c'est quoi la vision? C'est quoi la vision? Oh, chacun a sa vision. Quelle vision? Même vous priez à un seul Dieu, c'est quand même complètement incohérent. Votre Dieu doit être vraiment désordonné pour donner des visions différentes à chaque personne. C'est incroyable. À moins que ce soit pour des raisons personnelles. C'est minable en fin de compte. Et
Et en effet, les gens qui prient beaucoup, ce sont les gens qui sont incapables de se défendre. Écoutez, les gens qui prient beaucoup sont les plus grands esclaves. Les plus grands esclaves sont des priards. Parce que quand tu pries beaucoup, ça te détache de ton état animal. L'état animal est très important. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient toucher les fesses de ta mère, tu es en position de lui écarter sa gorge. C'est ça l'état animal dont on a besoin. Mais il y a des gens ici, tu touches les fesses de sa mère, il dira que le Seigneur te pardonne. Oui, c'est ça. Mais vous aimez ça, vous l'acclamez. C'est ce genre de personnes qui sont vos leaders. C'est incroyable. Hein? Moïse a tué quelqu'un. En parlant de votre livre, Moïse a tué quelqu'un pour libérer son peuple. Vous en êtes incapable. À Dieu ce qui est à Dieu, à l'État ce qui est à l'État. C'est incroyable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.